Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange et de développement de la Banque des Territoires. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui, aussi bien à distance qu'au Hub en présentiel. Aujourd'hui, à l'occasion du lancement du recueil 25 lieux qui changent l'innovation en France, une étude menée avec la direction du réseau de la Banque des Territoires, France Urbaine et le cabinet Patriarche ainsi que JLM Conseil. Alors nous sommes ravis de vous accueillir pour ce regard croisé sur les lieux d'innovation justement. Quel rôle jouent-ils dans l'innovation et l'animation du territoire? Quelle est leur offre? Comment envisagent-ils l'avenir? Et surtout, comment voient-ils leur impact, aussi bien sociétal, environnemental que territorial? Nous allons échanger avec de nombreux responsables de ces lieux qui vont venir témoigner. L'objectif, c'est vraiment de partager des bonnes pratiques et des perspectives sur ces structures qui contribuent si activement à l'animation des écosystèmes territoriaux. Alors, les écosystèmes, justement, c'est un sujet qui nous touche beaucoup à la Banque des Territoires et particulièrement au Hub. Je suis Cécile Binsat, responsable du Hub. Et enrichir et animer l'écosystème des acteurs territoriaux, c'est notre mission au Hub des Territoires. Ce dispositif est ce lieu qui réunit des collectivités, des entreprises publiques locales, des bailleurs sociaux, des partenaires, des entreprises, des start-up. Vous l'aurez compris, des acteurs aussi bien publics que privés. Et c'est ce qui en fait toute la richesse aujourd'hui. Alors, on anime cet écosystème au travers d'événements, d'ateliers, de retours d'expérience, de pitch de start-up et désormais de résidences. Notre vocation, c'est d'inspirer et de contribuer à concrétiser des projets territoriaux et de nous rassembler comme aujourd'hui. Alors, ne manquez pas notre agenda en ligne pour toute la partie événements publics. Le lien va être dans le chat. Et également, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter mensuelle. Voilà pour les quelques mots sur le Hub des Territoires. Aujourd'hui, notre échange va s'articuler autour de plusieurs temps, mêlant témoignages et regard d'experts. Nous allons démarrer tout d'abord avec une introduction avec Blandine Calcio-Godino. Bonjour Blandine. Tu es responsable du pôle écosystème et développement de la Banque des Territoires, ainsi qu'Alexis Rouc, notre directeur régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est connecté à distance. Jean-Louis Ménet également vous proposerai une synthèse du recueil. Puis nous enchaînerons sur 3 tables rondes pour nous plonger plus en détail sur les enjeux de ces lieux d'innovation. Et puis enfin, nous conclurons avec Yann Guével, vice-président de Brest Métropole, qui conclura au nom de France Urbaine, partenaire de cette étude. Alors, sans plus attendre, nous démarrons avec toi, Blandine. Pourquoi ce sujet des structures d'innovation, des écosystèmes d'innovation, pourquoi ça nous est si cher ? Tout à fait, merci Cécile. Et du coup, le micro fonctionne. Donc, bonjour à tous, bonjour aux personnes qui sont à distance et ici, évidemment, dans notre Hub des Territoires. Je suis donc Blandine Calcio-Godino et je suis responsable du pôle écosystème et développement. Donc, de fait, ce sujet des écosystèmes d'innovation me tient particulièrement à cœur. C'est celui sur lequel on travaille beaucoup avec mon équipe. Et dès 2018, dès le lancement de la Banque des Territoires, en fait, cette dimension d'écosystème, d'ouverture à l'externe, d'ouverture aux partenaires, a vraiment été au cœur du projet donc de la Banque des Territoires, a été clairement posée. Et donc, les écosystèmes d'innovation, et encore plus ceux qui sont portés dans les territoires, qui sont vraiment générés dans les territoires, créés dans les territoires, font partie de notre ADN. On est convaincus, et Cécile l'a indiqué, de l'importance de ces échanges avec des partenaires, des échanges entre acteurs privés et publics, pour créer en fait davantage de valeur et encore plus dans le contexte actuel pour pouvoir vraiment déployer plus rapidement, notamment nos grands programmes Banque des Territoires pour lesquels on collabore avec beaucoup de partenaires. On assiste au développement de nombreux types de dispositifs. Alors je ne vais pas tous les citer, vous les connaissez pour la grande partie d'entre eux, accélérateurs, tiers-lieux, technopoles, hub d'innovation, living lab, etc., qui se multiplient et qui vont jouer un rôle vraiment déterminant dans les collaborations au niveau des territoires. Avec mon équipe,
On a travaillé concrètement avec des écosystèmes régionaux, par exemple avec Bordeaux Techno West. On a sourcé des startups, on a organisé des retours d'expérience, des événements, mais également avec la plateforme Marseille. Pour certains qui ne la connaissent pas encore, mon équipe est sur site pour vous en dire un peu plus. Donc, notamment avec un écosystème de partenaires qu'on appelle les partenaires producteurs de la ville, donc des promoteurs, des aménageurs, des bailleurs sociaux, des architectes, pour imaginer l'habitat de demain et pour prototyper en fait des solutions qui vont répondre aux problématiques notamment de la maîtrise d'usage dans l'habitat. Mais pour aller au-delà et surtout pour diffuser en fait ces pratiques dans l'ensemble des territoires, parce que notre sujet, c'est pas seulement les métropoles, c'est aussi bien sûr les moyennes collectivités, les petites collectivités. On a souhaité structurer une étude justement sur les dispositifs d'innovation, sur leur mode d'action, sur leurs impacts dans les territoires. Donc une étude qui est en ligne, n'est-ce pas Cécile, qui est une étude qui a été publiée en 2020 et à laquelle nous avons apporté un complément. Alors je me rappelle qu'on en discutait justement quand nous étions en confinement, Cécile, pour apporter un complément à cette étude sur et bien sûr la réaction de ces dispositifs face à la Covid. Oui, parce que l'étude devait être lancée en mars 2020. Je pense que vous vous rappelez de ce mois un peu. Donc on a eu un petit sujet, mais on a fort bien rebondi là-dessus, comme tout le monde malheureusement. Et notamment, on a mis en avant, par exemple, le Blida à Metz, donc on s'en parlait juste avant l'introduction, où il y a eu la création d'ateliers de production de visières à destination du personnel soignant. Et ils ont réussi à produire plus de 3600 visières en 3 mois. Et ensuite, il y a un certain nombre de Fab Labs qui sont mis en place dans tout le territoire. Donc on voit vraiment l'enjeu de ces structures, y compris dans ces périodes de crise. Et au-delà de cette étude, on a conçu une cartographie des structures d'innovation ouvertes. 200 structures déjà référencées, un recensement donc par territoire, par typologie, par domaine d'action. Je me tourne toujours vers Cécile parce que c'est beaucoup toi qui as œuvré sur ce sujet, et enrichi par un référencement en ligne. Et on travaille aussi, je le sais, avec des têtes de réseau comme Rétis. Oui, il va y avoir des ajouts plus massifs de données par le réseau Rétis et par certains autres partenaires avec qui nous travaillons. Mais n'hésitez pas en tout cas à vous référencer sur cette cartographie. Voilà, c'est comme ça qu'on va partager, qu'on va mettre en visibilité toutes nos actions communes. Et donc notre objectif, c'est vraiment d'avoir un véritable annuaire pour donner à voir justement ces dispositifs d'innovation et vraiment évidemment pour mettre en réseau les acteurs publics, les acteurs privés au niveau des territoires. Et néanmoins, au-delà de cette approche de capitalisation globale, cette approche dématérialisée, digitale, nous reconnaissons bien entendu fortement l'enjeu du bâti, l'enjeu du lieu en tant que tel, l'enjeu de l'architecture, du patrimoine. Ce qui se joue, c'est à la fois le bâti, les fonctions du lieu, donc les services qui vont être concrètement apportés aux entreprises, aux entrepreneurs, les espaces de collaboration, de conseil, de formation, et bien entendu l'ouverture à l'extérieur et l'image de ce lieu, l'image qu'il porte à la fois pour lui-même et pour le territoire. Donc vraiment ce rôle et je sais que ce sera bien détaillé aujourd'hui, de lieu totem au sein du territoire. Donc c'est pour ça qu'on a contribué à notre juste mesure et on a un fort intérêt pour l'ouvrage qui est présenté aujourd'hui sur cet éclairage sur ces 25 lieux d'innovation. Qui doivent nous permettre d'aller plus loin dans la connaissance de ces lieux, de leur offre, de leur modèle économique, comme par exemple, évidemment, il y a beaucoup d'exemples, H7 à Lyon, RaiseLab à Paris, le connecteur à Biarritz, le KM0 à Mulhouse, etc. Et cette étude, elle s'inscrit aussi, cet ouvrage s'inscrit aussi justement dans cette ère post-Covid, avec un certain nombre de questions qui se posent, que nous avons dû traiter, nous, au sein du Hub des territoires, à savoir... A-t-on encore besoin de lieux physiques, de lieux pour se rassembler? Je pense que la réponse est un peu évidente ce matin, il me semble. Mais quelles sont les fonctions de ce lieu? Comment animer un écosystème? Comment avoir un dispositif qui soit véritablement vertueux et générateur de projets? Et donc, c'est tout ça qu'apporte cet ouvrage, une démarche vraiment qualitative, avec beaucoup d'éléments aussi sur les modèles économiques des lieux et comment ils fonctionnent. Donc c'est pour ça que ça nous intéresse au niveau de mon équipe et plus globalement sur ce sujet d'innovation à la Banque des Territoires. Et sur le plan également de l'investissement, on a un intérêt fort qui est porté par la Banque des Territoires et ses lieux,
puisqu'ils servent directement nos enjeux de transition, nos enjeux de développement territorial, mais je laisserai bien entendu mes deux collègues, à la fois Alexis Roux et Didier Célis, qui ne repart pas, j'espère, qui reste avec nous dans la salle. Ça va, il revient, je suis rassurée. Et enfin, juste pour conclure mon intervention, en fait, vraiment, et je voulais terminer là-dessus, notre hub des territoires, celui qu'on a réussi à créer et à lancer en mai 2021, qui était un beau challenge, qui continue à en être un, et bien aussi, il y a justement cette dimension du lieu. Vous l'avez vu, donc totalement vitré, qui donne à la fois sur les deux gares, la gare d'Austerlitz, la gare de Lyon, donc il y a un lieu de passage à la fois entre nos élus, avec des partenaires, avec des collaborateurs de la Banque des Territoires, et qui se veut être un lieu qui est résolument ouvert vers l'externe. Donc c'est vrai que pour nous, c'était vraiment le symbole de justement notre stratégie écosystème, la stratégie écosystème de la Banque des Territoires. Et pour le décrire, je peux dire que c'est un incubateur de la nouvelle économie qui participe à relever les défis de notre société contemporaine. C'est un lieu qui exprime et qui met en scène la nécessité du collectif, de l'échange et de la transversalité comme base de l'innovation. Je peux le dire moi, mais en fait, c'est ce qui est écrit dans l'ouvrage. Donc voilà, vous voyez comme ça parle et que ça s'applique à notre lieu également. Voilà, donc eh bien, bel événement à tous. Et je suis donc ravie de cette rencontre aujourd'hui. Merci Blandine. Alexis, donc on accueille Alexis Roux, directeur régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour Alexis. Tu es à Avignon, pour une signature de convention. Merci de te connecter dans des conditions qui ne sont pas forcément évidentes, mais on tenait absolument à voir ton témoignage. Nous, on est venu te voir en juin et on a fait le tour de 4 lieux marseillais qui œuvrent très concrètement pour Marseille et sa transformation. Alors pourquoi et comment la Banque des Territoires intervient-elle sur ce type de structure d'innovation ? Quel est ton parti pris sur le sujet ? Alors, oui, alors d'abord, je suis effectivement à Avignon. Je suis désolé des conditions dans lesquelles je suis amené à me connecter. On pose aujourd'hui la première pierre de la Villa Créative, qui est la première société universitaire de recherche. Ça veut dire qu'on innove pas seulement dans le SS, mais aussi dans le monde universitaire. Les 4 lieux que vous avez visités à Marseille, qui sont 4 tiers-lieux, sont un peu des références pour nous et un peu des lieux incontournables. C'est des lieux incontournables parce que c'est là qu'on invente une autre façon de produire du service et puis de créer de la valeur dans une société qui pour moi est un peu l'emblème de l'échec des opérateurs publics. Je le dis de manière un peu abrupte peut-être, mais Marseille, c'est une ville où il y a 900 000 habitants et où on en a 200 000 qui sont à peu près sous le seuil de pauvreté. Donc il y a un niveau de pauvreté assez incroyable, une ville très ségrégée, qui a été très maltraitée en fait par les politiques publiques, ou mal traitée, au sens où on a eu du mal à trouver des solutions pour elle, que ce soit du côté de l'État ou du côté des collectivités locales, pour plein de raisons. Et c'est une ville dans laquelle il y a, compte tenu de cette carence un peu des pouvoirs publics au sens large, il y a eu une dynamique incroyable d'un secteur associatif, d'un univers de l'ESS qui sont extrêmement dynamiques et qui permettent d'apporter des réponses là où on n'a pas réussi à en trouver jusqu'à présent. Donc pour nous, dès lors qu'on considère que la Banque des Territoires, son rôle, c'est d'être partout auprès des opérateurs qui ont une empreinte positive sur le territoire et qui apportent des solutions, pour nous, c'était assez inévitable d'être en accompagnement de ces tiers-lieux, alors qu'ils font pour l'un de la formation, pour l'autre de l'innovation éducative, pour un troisième de l'accompagnement de l'entrepreneuriat. Donc, beaucoup tourné vers la jeunesse en particulier des quartiers nord. Hein. Les tiers-lieux que vous avez visités sont tous situés dans les quartiers nord. Parfois dans des coins vraiment compliqués où c'est pas toujours facile d'attirer des salariés. Mais ils y tiennent, voilà, ils se sont installés là et chacun il déploie son activité. Alors nous, notre contribution, elle est 2 ordres, je dirais. La première, on va raisonner en termes de capital. Le premier capital que la Banque des Territoires apporte dans des projets comme cela, c'est évidemment ses fonds, c'est la section générale du bilan de la Caisse des dépôts. Donc on intervient en tant qu'investisseur, beaucoup dans l'immobilier, je vais y revenir, un petit peu en equity, mais pas beaucoup, surtout de l'immobilier.
Et puis le deuxième capital qu'on apporte, c'est notre image, c'est notre logo en fait. On a cette capacité à générer de la confiance, donc des territoires. Voilà, c'est une espèce dans des univers un peu confus, où il y a beaucoup d'opérateurs qui s'entremêlent. Le logo de la Banque des Territoires, il rassure beaucoup les acteurs, il donne un gage de sérieux, un gage d'accompagnement. Et c'est quelque chose auquel les tiers-lieux dont on parle là et les associations qui les portent sont extrêmement sensibles. C'est-à-dire, ça leur permet de crédibiliser un projet. À partir du moment où la Banque des Territoires y va, ça leur facilite l'existence et ça leur facilite les relations avec l'écosystème local, les élus locaux, mais aussi le secteur de la banque, de l'assurance, de tout l'univers immobilier, tous ceux qui connaissent pas bien et sur lesquels ils ont besoin d'être accompagnés. Donc, je disais tout à l'heure, notre principale contribution, elle est immobilière, parce que les tiers-lieux, il faut que ça vive. Il se trouve que souvent, on leur confie la gestion d'actifs immobiliers qui sont des actifs compliqués à traiter, des friches, il y a un ancien cloître, il y a une ancienne usine, il y a des locaux désaffectés du conseil départemental. C'est des objets urbains dont les professionnels de l'immobilier eux-mêmes ont du mal à s'emparer. Et par le biais des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt, les associations peuvent se retrouver gestionnaires d'endroits comme ça. Il faut réussir à les rentabiliser, il faut réussir à faire des travaux, il faut aller chercher du fonds friche. Et là-dessus, l'expertise de la Banque des Territoires, elle est vraiment nécessaire, parce que c'est elle qui va permettre de leur décrypter un petit peu ce qui fait le quotidien d'un gestionnaire immobilier, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un contrat de promotion immobilière, c'est quoi une VFA, c'est quoi du facility management, c'est quoi un revenu brut locatif, un taux de rentabilité interne, enfin tout ce qui concerne l'investissement dans l'immobilier, qui sont des concepts avec lesquels ils ne sont pas forcément familiers. Et là, on a une vraie plus-value, parce que nous, on sait le faire. Voilà, on sait gérer des actifs immobiliers et faire en sorte que ce ne soit pas des foyers de perte, mais que ce soit au contraire le socle sur lequel on peut appuyer une aventure qui, par ailleurs, pour laquelle l'immobilier n'est que la coquille. Mais c'est une coquille, et en même temps, ça fait partie de l'équilibre économique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tiers-lieux qui vivent de coworking, d'événementiel, de restauration. Et ce n'est pas un métier qui s'apprend quand on a fait de l'animation de centres aérés ou de l'accompagnement de petites entreprises et de l'accompagnement de l'entrepreneuriat. On n'est pas forcément préparé à ça. Donc pour nous, c'est très important d'accompagner ces opérateurs-là, parce qu'on a un vrai rôle à jouer. C'est important parce que ce sont des opérateurs qui participent complètement de la dynamique de Marseille, encore une fois dans un secteur où la sphère publique a été défaillante. Ils permettent de faire les derniers mètres des politiques publiques. Et c'est important pour nous de les accompagner dans cet esprit-là. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à Marseille, c'est aussi cet univers-là qui est à l'origine de la bascule politique qui a lieu. C'est-à-dire, c'est des collectifs citoyens, c'est tout le secteur associatif qui a fait émerger une force politique qui a généré l'alternance. Et donc, si on veut être présent et comprendre ce qui se passe dans l'écosystème politique et administratif marseillais, c'est très important aussi d'avoir la compréhension de cet écosystème-là. Merci Alexis. Le temps passe. Je te remercie de t'être connecté. Je vais maintenant passer la parole à Jean-Louis Ménet pour une synthèse des grands axes du recueil. Merci de votre accueil. Je vais rebondir sur les propos de Blandine et d'Alexis. C'est vrai qu'à Marseille, on sent qu'il y a une véritable dynamique. Il y a 3 sites qui sont repérés dans le recueil, le cloître, la coque numérique et puis le Sisam, qui sont complètement différents, à la fois dans leur philosophie et dans leur mode opératoire. Mais c'est vrai que c'est un indicateur aussi du mouvement territorial. J'y reviendrai très rapidement. Au passage, je remercie les partenaires qui sont associés à ce travail, le groupe Patriarche, évidemment la Banque des Territoires et puis France Urbaine, qui tous les 3 ont marqué de l'intérêt par rapport à cette démarche qui permet de faire un travail moi je vais l'appeler de promotion au bon sens du terme, parce que je les vois en face de moi, les directrices et directeurs de sites, de ces lieux, travaillent jour après jour sur les mises en œuvre d'offres de services, sur l'organisation de projets et sur la tenue d'immobilier. Ce sont des affaires extrêmement complexes, Alexis y a fait allusion, et c'est vrai que c'est un véritable challenge
que d'arriver à cela. La question qu'on s'est posée, elle a été un petit peu évoquée, hein. Donc aujourd'hui, dans un monde de plus en plus dématérialisé, c'est cette fameuse introduction qu'on a produite en disant au moment du métavers, comment est-ce possible d'imaginer qu'on a encore besoin de lieux physiques qui sont des lieux de rencontre, qui sont difficiles à construire, avec des programmations extrêmement complexes, on y reviendra tout à l'heure avec Thibault, difficiles à gérer, à rentabiliser et à organiser. Pourquoi on a besoin quand même de se rencontrer parce que, vous le savez tous, sinon vous ne seriez pas là, il y a une essentialité dans la relation physique entre les gens, et on découvre qu'à la faveur du post-Covid, on a quand même besoin de cela. On a aussi devant nous, et c'est ce qui nous intéressait, évidemment des enjeux de transformation économique, je ne vais pas revenir dessus, des enjeux de transformation sociétale, hein, là aussi je ne vais pas revenir dessus. Et tous ces lieux d'innovation, ils racontent tout ça, chacun à leur manière, chacun avec leur spécificité. Donc on a pris un parti pris, c'est non pas de faire un inventaire, un annuaire, donc complémentaire au travail qui avait déjà été réalisé par la Banque des Territoires, mais un parti pris de choix pour faire cette promotion, pour aller un petit peu dans la machinerie, pour évidemment dialoguer avec les responsables de sites, ce qui n'a pas toujours été facile parce que, bonne tradition française, il faut franchir beaucoup de barrières avant de parler au patron. Mais ça, chers amis, essayez de faire un effort de ce côté-là. Et évidemment, ces lieux, ils parlent aussi aux écosystèmes. Je vise personne. Donc, voilà pourquoi on en a pris 25 et qu'on n'a pas fait l'annuaire des 300 ou des 400 lieux, et notamment sur la région parisienne, où il y a une inflation de lieux et on y a fait allusion tout à l'heure. Quelques mots, parce que je vais être évidemment très synthétique, sur la situation de ces lieux, qu'est-ce qu'ils offrent, hein, qu'est-ce qu'ils racontent. Ce sont tous des offreurs de services, bien entendu, hein, ces lieux. Ils proposent des solutions, ils proposent des services, des accompagnements, avec une dimension qui est une dimension aussi totalement transversale à tous ces lieux, c'est qu'ils proposent des solutions à partir de communautés d'acteurs. Et ça, c'est un élément essentiel. Le lieu prétend, je m'excuse, mais je vais plus vite que les slides, les lieux prétendent évidemment agglomérer des acteurs divers et variés et produire, grâce à cette communauté d'acteurs, une qualité, une profondeur de service qui est différente, évidemment, que ce qui est proposé en dehors du lieu. Deuxième chose, ces lieux sont toujours et très fréquemment aussi des objets qui sont voulus, en tout cas en corrélation forte avec les collectivités. Donc les montages, je ne vais pas rentrer dans les montages qui d'ailleurs vont être présentés pour certains d'entre eux, mais la relation avec la collectivité est aussi un élément fondamental, voire même le lieu devient un élément de restructuration d'un site, hein, confère par exemple, je vois les ateliers des Capucins à Brest, hein, où il y a un pari même de réaménagement à partir du lieu. Et puis ces lieux sont, et c'est ce qu'on attend et qui nous intéresse le plus, des lieux d'expérimentation. J'y faisais allusion, des lieux d'expérimentation, parce qu'il y a à inventer, à imaginer l'économie au sens large du terme, post-Covid, l'économie de la transformation de la décarbonation, l'économie sociétale. Ce qu'on dit, hein, c'est qu'effectivement, la mécanique de l'innovation, elle est profondément en train de changer. C'est pour ça que ça s'appelle 25 lieux qui changent l'innovation. Vous le savez tous, on n'est plus, en tout cas, en train de faire la promotion d'un système qui dit qu'il faut faire de la recherche fondamentale, qui permet de faire de la recherche appliquée, qui permet de faire de l'expérimentation et après de mettre sur le marché. C'est plus comme ça que ça fonctionne. Peut-être que ça n'a jamais fonctionné comme ça, d'ailleurs. Ce sont des espèces de mythes de cette linéarité qui n'existe pas dans le fonctionnement. Donc, diversité des offres de services, grande diversité, et donc beaucoup de modestie. Par conséquent, sur les processus d'innovation. Chacun a raison, en quelque sorte, hein, et chacun fait sa démonstration et renvoie à la question de l'évaluation, évidemment, de sa propre production. Les questions on va d'ailleurs bientôt laisser la parole à nos tables rondes. Jean-Louis, je vous laisse peut-être conclure sur cette synthèse, et puis comme ça, on va laisser aussi la parole à nos témoins et responsables de lieu. Je conclus simplement, donc, effectivement, sur les questions qui se posent sur l'avenir. C'est effectivement quels sont les nouveaux sujets, comment les lieux s'emparent des nouveaux sujets, des sujets
sociétaux en particulier, versus les sujets purement techno. Comment les lieux deviennent des outils de collaboration interacteurs et utilisent, comme je le disais, le système d'acteurs comme moyen de déployer les services. Comment les lieux deviennent de véritables plateformes de services, et même on pourrait se dire comment un réseau de lieux peut qualifier une espèce de plateforme collaborative, et puis comment les lieux jouent le jeu de l'insertion territoriale, le rapport au territoire, parce que c'est une question prégnante, y compris dans le modèle économique. Donc voilà, en résumé extrêmement rapide, de ce que l'on peut dire de cette photographie, et évidemment de cette photographie qui est plutôt une image dans un processus, dans un film qui est en train de bouger. Merci. Merci à vous, Jean-Louis. Nous allons à présent démarrer les tables rondes. Table ronde numéro 1 sur les offres de services des lieux d'innovation. Que proposent-ils concrètement aux entreprises et à l'écosystème? La deuxième table ronde sera consacrée aux modèles économiques, clés de la pérennité de ces lieux entre financement public et recherche de ressources privées. Et puis la table ronde numéro 3 permettra d'aborder l'impact et l'avenir de ces lieux dans les territoires. Alors, on va aller effectivement assez vite lors de ces tables rondes. Vous retrouverez toutes les informations dans le recueil qui sera téléchargeable. Un site internet va être mis en ligne à la fin de cet événement, et puis ainsi que toutes les ressources de la Banque des Territoires dont Blandine, tu as pu nous parler et qui vous aideront aussi à y voir plus clair. Merci Blandine, merci Jean-Louis. J'appelle maintenant la première table ronde avec Patrick Reine, qui est directeur général de KM0 à Mulhouse, qui est connecté à distance, Paul Janest, cofondateur de RaiseLab à Paris, et Emmanuel Delamarre, directeur de Pleine Image Lille Métropole. Messieurs, je vous laisse prendre place. Bonjour Patrick à distance. Rebonjour. Bonjour. Alors, on va fonctionner assez simplement pendant ces tables rondes. D'abord, je vais vous proposer de pitcher sur votre lieu en 2 minutes. Chacun pourra ainsi exposer le type de lieu, votre positionnement et surtout votre parti pris. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire et de dire à toutes les personnes connectées sur place, sur votre lieu, avec tout d'abord Patrick, peut-être sur le KM0 à Mulhouse. Alors, bonjour à tous. Oui, KM0, c'est un lieu de départ, donc c'est très bien que je démarre. Je vais vous expliquer alors rapidement comment fonctionne le KM0. Donc, on a appelé KM0 parce que c'était le kilomètre zéro d'une ligne de chemin de fer entre Mulhouse et une petite ville industrielle à 20 km. Tout ça, c'était en 1839. Et ça a donné naissance à l'industrie ferroviaire française avec la naissance de Alstom, qui est alsacienne de Thomson, et de Alcatel, qui est alsacienne de construction atomique et de téléphonie. Donc nous sommes dans l'ancien siège de ces deux sociétés, jusque dans les années 1980, donc là on fait un grand saut. Et d'où notre ADN, l'ADN de KM0, c'est l'industrie. La deuxième raison pour laquelle on l'a appelé KM0, c'est que nous avons des écoles, on a 42, on a Epitech, on a le CNAM, on a une école des métiers du drone, on a créé une école, entre guillemets, de la seconde chance pour des jeunes qui sont déscolarisés mais qui passent leur temps derrière leur téléphone, leurs réseaux sociaux ou dans des jeux. Et donc, nous avons des grandes entreprises. Eiffage a un centre de recherche, le CETIM, Sauter, on a des startups, on a des incubateurs avec le village Baïséa ou Semia. Et notre deuxième but est de réduire à zéro la distance entre tous ces acteurs, d'où kilomètre zéro. Et la troisième approche, pourquoi nous l'avons appelé KM0, nous avons une trentaine de startups qui sont au kilomètre zéro. On est leur kilomètre zéro. C'est ici qu'elles ont démarré, c'est ici qu'elles ont rentré leur premier contrat. Donc, nous avons l'approche passé, présent, futur. Alors, nous, juste pour terminer, on ne se présente pas vraiment comme un tiers-lieu. J'aime pas beaucoup le mot d'écosystème. Alors, on vient de décider que notre projet, enfin, KM0, c'est un catalyseur de projet.
Et un catalyseur de projet, un catalyseur, si on regarde dans le dictionnaire, c'est un élément qui provoque une réaction par sa seule présence ou par son intervention. Et ben nous, notre présence, notre intervention, c'est de créer des nouveaux projets. Voilà. Très bien, j'avais eu plaisir à venir à Mulhouse pour un Big Up for Startup, je crois que c'était en 2019. On voyait déjà les premières classes d'élèves se tenir, des ETI qui étaient présentes sur place. Et puis, je sais que notre directeur Olivier Sichel était venu vous rendre visite également, la Banque des Territoires ayant contribué à ce projet. Paul, peut-être, sur le Raise Lab. Alors, vous êtes en territoire parisien ? Absolument. Et merci beaucoup de l'invitation et ravi d'être le seul acteur parisien parmi les 25. Ça ne représente pas effectivement la densité, hein, comme vous le disiez au début. Moi, je peux vous dire que Raise Lab, donc c'est une joint venture déjà. Donc c'est une société qui est filiale de deux groupes, que sont les groupes Raise et School Lab, qui sont tous les deux des groupes assez références dans l'écosystème de l'accélération et de l'accompagnement d'entreprise et de l'innovation. Et en fait, chez Raise Lab, on n'a qu'une mission, c'est d'améliorer l'efficacité des relations entre grandes organisations et start-up. Donc avant tout, on est ça avant d'être un lieu. Parce qu'on considère qu'il y a beaucoup d'enjeux là-dessus. Et donc, pour réussir cette mission, on a deux métiers. Un premier métier qui s'apparente à du conseil, qui est de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on est payé par des grandes entreprises pour les aider à créer des produits et des services en partenariat avec des startups. Donc, on va accompagner les synergies opérationnelles entre eux. Et un deuxième métier, qui est l'exploitation et l'animation de la maison Raise Lab, et qui vise à accueillir à l'année cette communauté, justement, ce qu'on appelle de l'open innovation. Donc, on a chez Raise Lab en résidence des équipes innovation de grands groupes, des startups, des associations, et qui vont soit vivre toute l'année ici, soit venir de manière ponctuelle. Et l'idée, c'est de créer justement des passerelles entre cette activité d'accompagnement conseil et ce lieu, pour que nos clients deviennent résidents, nos résidents deviennent clients, ceux qui viennent pour un événement fassent des missions avec nous. Donc, le grand parti pris de Raise Lab, c'est que le lieu est un outil et pas une finalité, mais je pense qu'on va tous dire ça ce matin. Mais Raise Lab pourrait exister sans lieu, parce qu'il y a énormément de cabinets de conseil qui n'ont pas de lieu pour accueillir leur communauté. Donc voilà l'intérêt en tout cas du lieu pour nous. Très bien, merci. Emmanuel, directeur de Pleine Image. Donc je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Donc Pleine Image, accélérateur d'innovation et de business dédié aux industries créatives sur la métropole européenne de Lille et la région Hauts-de-France. Donc on est dans une ancienne usine, la chance de la malchance de ces territoires. La fin de l'ère industrielle du monde du textile a fait qu'on a dû renaître sur ce territoire, et avec pas mal d'initiatives autour des sites d'excellence sur la métropole, dont un dédié aux industries créatives, plus précisément le monde de l'audiovisuel, le monde du jeu et le monde de la musique. Alors, comment l'innovation vient bousculer ces chaînes de valeur. Aujourd'hui, on accompagne 50 projets de création d'entreprises dans notre incubateur, qui sont en ce moment dans l'incubateur, hein, et on en fait rentrer plus d'une trentaine tous les ans en plus. 150 entreprises installées sur site, donc 150 entreprises de 1 à 350 salariés, 3 grandes écoles, 2 centres de recherche, donc à peu près 1800 personnes. Alors il y a longtemps qu'on ne les a pas tous eus ensemble au même moment, sur les 2 dernières années, mais c'est 1800 personnes qui travaillent toutes et tous autour d'une même thématique, qui viennent de créer de la valeur ensemble à partir de ce lieu. Et je dis bien à partir de ce lieu, et pas simplement sur ce lieu. Parce que la logique de physicalité, je pense qu'on va beaucoup y revenir pendant cette matinée, elle est à la fois importante et en même temps, on doit la transcender. Et c'est un de nos gros enjeux aujourd'hui. Sur les aspects serviciels, avoir en tête qu'on a 5 briques, une qui est première et qui est définie dans les termes mêmes de la mission de Pleine Image, c'est le développement de business. C'est comment on met un ensemble de services pour développer le business de ces gens qu'on accompagne. Alors, y compris aller sur des marchés, les emmener vers des marchés, les emmener vers l'international, ce qui est une vraie problématique, on y reviendra aussi ensuite. Le deuxième sujet, c'est l'innovation. Donc, comment on crée encore plus de porosité et de surface de contact avec le monde de la recherche, d'un côté, mais aussi de l'innovation qu'il y a à l'intérieur des entreprises. Et comment on crée du lien pour tout ça, du contenu, pour pouvoir aussi se projeter un peu plus. La dimension financière. Dans les industries créatives, il y a 2 enjeux. Il y a l'enjeu de financer la production, et là, on est très bien armé en France avec le CNC et ses relais régionaux, comme Pictanovo, nous, en région Hauts-de-France. Mais le vrai enjeu, c'est comment on vient financer le haut de bilan des entreprises, en particulier dans ce secteur d'activité-là.
éviter les rachats qui se font à peine l'entreprise née avec un début de réussite qui va se faire absorber par un plus gros groupe et potentiellement non français, voire non européen. Plein de questions là-dessus. La dimension humaine, comment on accompagne ces hommes et ces femmes qui créent de la valeur. On parle souvent des projets, on parle souvent des startups, on parle rarement des hommes et des femmes qui sont derrière et comment on les accompagne. Gros enjeu. Et puis le dernier, c'est les infras. Et je dis exprès infra et pas seulement immobilier. Il y a la question immobilière qui est essentielle, mais c'est aussi la qualité de vie. C'est-à-dire comment je me divertis, comment je fais garder mes enfants, voilà, comment je bois un coup le soir, comment je fais du sport. Et, voilà. Et c'est comment on crée de la ville autrement aussi au travers de ces écosystèmes. Très bien, merci. Donc une grande variété de propositions, offres de services, de l'accompagnement de projets, d'entreprises, initier des projets territoriaux, de la formation, de l'insertion. Souvent des développements effectivement à partir parfois de thématiques territoriales, hein, l'industrie, les industries créatives. Quels sont pour vous vraiment les axes qu'il faut travailler demain ? Qu'est-ce qui va faire que votre lieu, par son offre de service, par l'accompagnement de tous ces projets, va changer l'innovation en France et surtout va aider à transformer des territoires ? Peut-être Patrick, si vous aviez un mot à dire sur ce sujet ? Oui, alors en fait... Alors moi je ne vous entends pas, je ne sais pas si on vous entend à distance. Ça y est. Ok. Donc nous, notre approche, elle est très industrielle, très B2B. Donc on part du principe qu'aujourd'hui, la meilleure manière de financer une jeune entreprise, c'est de lui trouver des clients. Donc ce que nous organisons énormément de rencontres. Le Big Up a été un exemple, mais on en organise tous les jours. Des visites d'entreprises, des learning expeditions, et on met en relation des entreprises industrielles existantes avec des startups. Pour nous, c'est vraiment le meilleur moyen de les aider à se développer, et c'est comme ça qu'elles vont pouvoir trouver de nouveaux clients. La première référence permettra de trouver d'autres références. Très bien, merci. Messieurs, peut-être si vous souhaitez rebondir. Chez nous, la logique de territoire, elle est un peu différente, puisque comme notre mission, ce n'est pas celle d'animer un territoire, mais plutôt d'animer une communauté d'acteurs, donc ceux de l'open innovation, et ils sont partout dans le monde, et les projets qu'on mène sont rarement en France par ailleurs. Donc nous, on n'a pas de vocation à avoir un impact sur le territoire géographique proche de Raise Lab, et on n'a pas forcément de vocation non plus à exister physiquement dans d'autres territoires. Donc là, la logique, on la regarde un peu différemment. C'est plus à travers les projets qu'on accompagne, où on travaille par exemple pour Michelin en Inde, pour Schneider en Asie, ou pour des startups dans d'autres pays qui travaillent avec des grands groupes français. Donc nous, le lieu, c'est plutôt la base, si vous voulez, le QG, où on accueille des entreprises étrangères qui veulent travailler avec des startups françaises, des startups étrangères qui veulent travailler avec des entreprises françaises, et on essaye de faire en sorte que tout puisse partir de là, quoi. Donc la logique de territoire est un peu différente, je pense, que celle qu'on peut entendre par ailleurs. Et avec vous, donc, une logique territoriale quand même initialement très forte. Très forte initialement. Et c'est le grand questionnement du moment. C'est-à-dire se dire, alors je crois que c'était pas facile de dire territorialisation, alors déterritorialisation, c'est encore plus compliqué à dire. Comment, à partir d'un territoire, on peut développer des choses, et pas simplement par et pour le territoire. La crise Covid nous a fait, et la spécialisation, parce que c'est les deux, on fait accélérer des demandes d'entreprises hors de notre territoire pour être accompagnés. On a eu des gens de Marseille, par exemple, sur la question de la musique, qui, voyant qu'on avait une spécialisation sur Music Tech, sont venus nous dire comment vous pouvez nous accompagner. Et là, on était bien embêtés. Parce que, est-ce qu'un jour, du coup, vous allez vous installer chez nous ? Non. Il n'y a pas de raison a priori. Peut-être quand la boîte aura grandi, on ouvrira une filiale, mais pour démarrer, non, nous, on est Marseillais. Donc cette question du territoire et donc de l'influence des territoires, c'est-à-dire comment convaincre aussi nos tutelles que la territorialisation, elle peut être aussi dans l'influence, dans une marque. Je ne sais pas s'il y a des Bordelais dans la salle, mais voilà, Bordeaux, dans 4 coins du monde, c'est le vin. Et passer sur ce territoire ou être accompagné par des gens de Bordeaux dans l'univers du vin, c'est un gage de qualité. Comment aussi, sur nos thématiques propres, on peut devenir un gage de qualité dans un accompagnement. Alors, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, je serais ravi de pouvoir en échanger avec vous.
Merci, messieurs. Je crois qu'on peut vous applaudir. Et je vous laisse retourner dans l'Assemblée. On va passer à la deuxième table ronde sur les modèles économiques des lieux d'innovation. Et j'appelle Laurent Chrétien, directeur général de Laval Virtual Center, Alain Lelièvre, directeur général des Ateliers des Capucins à Brest, Nicolas Géré, cofondateur du MOO de Caen, et Didier Célis, responsable marketing à la direction de l'investissement de la Banque des Territoires. Et toi, tu nous proposeras peut-être un petit contrepoint et un complément d'analyse après les témoignages de responsables de lieux. Alors, pour démarrer, on va fonctionner de la même façon. Je vous laisse pitcher en 2 minutes sur votre lieu, sa spécificité, votre parti pris. Laurent. Là, c'est mieux. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Laurent Chrétien. J'étais directeur général de Laval Virtual, puisque justement, ça fera partie de la deuxième question, voilà, de comment est-ce que on a transformé économiquement le projet Laval Virtual Center en un projet entrepreneurial. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, Laval Virtual, c'est 25 ans d'histoire autour de la réalité virtuelle. C'est une vraie expertise autour de ces technologies depuis longtemps, appuyée sur à la fois des laboratoires, de la formation, des startups, une technopole, et puis un événement qui construit et agrège la communauté depuis 25 ans. Et cet événement, en fait, est un point de rencontre, finalement. Notre métier en tant qu'organisateur d'événements, c'est de faire se rencontrer l'offre et la demande, on en parlait tout à l'heure, et c'est de se dire, voilà, pendant un temps, ça dure 3 jours, 4 jours, je trouve des clients à des gens qui proposent des solutions. Et on s'est dit, donc il y a quelques temps, comment est-ce qu'on pouvait rendre ça plus permanent et n'avoir pas que le temps de l'événement, mais avoir un lieu qui permet de faire ça tout au long de l'année. C'est ainsi que le projet du Laval Virtual Center est né. Donc c'est une usine de plastique au départ qu'on a reconditionnée et qui regroupe les acteurs clés du territoire en matière de réalité virtuelle. Donc Clarté, qui est historiquement aussi, qui a 25 ans et qui est un des laboratoires phares en matière de réalité virtuelle en France depuis longtemps, avec son directeur Alexandre Boucher qui va prendre ma suite. Et puis les arts et métiers qui sont présentes aussi à Laval depuis 20 ans, et Laval Virtual qui a été missionné par les collectivités pour gérer et animer ce centre d'innovation. Donc du coup, on a été obligé de mettre en place pour le rendre, parce que comme on l'a évoqué, c'est compliqué de transformer des lieux comme ça et de trouver un business model. Et donc, voilà, on a dû inventer des services qui étaient à la fois non en concurrence avec l'écosystème local et en même temps apporter une valeur très forte aux entreprises qui s'adressent au Laval Virtual Center comme un one-stop shopping de la réalité virtuelle où voilà, on a toutes les compétences pour répondre à leurs besoins, donc du conseil, de la formation continue en amont et voilà, et on en parlera après. Très bien, merci. Alain, sur les ateliers des Capucins. Oui, bonjour, merci de l'invitation et merci de nous avoir choisis. Vraiment, on est très honorés, je le dis sans fortitude là-dessus. Alors, les ateliers des Capucins, c'est la seule chose qui reste pratiquement après la guerre. Brest détruit à 90%, le fameux poème de Prévert, Brest dont il ne reste rien. C'est extrêmement important et c'est un lieu patrimoine, mais qui a pendant pratiquement 2 siècles servi à construire les bâtiments de la marine. Voilà, c'était un lieu de production industrielle, mais très fermé, très réservé. Ne pouvaient accéder que les militaires ou les ouvriers d'État. Et au rachat, à la fin des années 2000, se pose la question de racheter ce bâtiment et d'en faire quelque chose. C'est 30... C'est bon, là, voilà. Je m'entendais plus. Pardon. Donc c'est racheter ce bâtiment par la métropole et en faire un lieu et
par effet d'itération, par effet d'essai, etc., c'est devenu un grand lieu extrêmement hybride, où à la fois il y a une place publique, hein, c'est la plus grande place publique couverte d'Europe, ça fait pratiquement 10 000 mètres carrés. C'est un lieu où on a des services publics, médiathèque, 70.8 qui est le lieu des innovations maritimes. On a des espaces de coworking, Village by CA, on a la French Tech hein, qui a son lieu là, et on a aussi des commerces qui sont aussi implantés autour de la culture, autour de la restauration et autour du sport en général, du ludique. Et donc cet environnement un peu hybride, un peu hétéroclite, il faut le faire vivre. Il faut le faire vivre et tout le travail de la SPL, des ateliers des Capucins, c'est vraiment de faire vivre tout ce monde en bonne entente, de trouver une synergie, d'accéder à un certain nombre de services que l'on peut proposer, et c'est surtout rendre le lieu accessible à tous. C'est-à-dire que c'est un lieu qui est accessible à tous. Par exemple, on n'a toujours pas de règlement intérieur. C'est-à-dire que les gens viennent sur le lieu, peuvent jouer, peuvent travailler, peuvent goûter, peuvent manger. J'ai vu qu'on pouvait faire du skate et de la trottinette. Ça, c'est notre je dirais que c'est pratiquement l'emblème. C'est un lieu magique pour ça. Et je connais certains élus qui ont amené leurs enfants pour apprendre à faire du vélo. C'est un lieu, le dimanche matin, c'est un lieu magnifique pour ça, puisque c'est tranquille, etc. Donc c'est un vrai lieu de confrontation et d'hybridation. Et vous savez que depuis quelques années, et le Covid a accéléré ça, avant c'était l'activité, le lieu qui faisait l'activité. Maintenant, ça n'existe plus. Quand vous êtes sur une terrasse de café et vous travaillez, vous êtes sur votre ordinateur, est-ce que vous êtes au bureau ou est-ce que vous êtes en train de travailler? Donc il y a une vraie interprétation entre tous, et on a ça qui se passe aux ateliers en permanence, et c'est cette interaction, cette bienveillance. Moi, je crois que c'est un lieu aussi extrêmement bienveillant qui permet de modéliser, d'engager les conversations, de travailler ensemble dans un lieu qui reste un lieu d'échange et de patrimoine ancré sur le local. Et on a voulu ça avant tout, c'est qu'il s'ancre sur le local et que ça ne soit pas un lieu hors sol. Très bien. Merci. Un lieu un peu particulier parce qu'il y a aussi vraiment cette dimension d'emblème un peu aussi de la ville de Brest et de tourisme, puisque vous allez un peu au-delà de l'accompagnement aux startups. Oui, mais c'est devenu... on parle de Brest maintenant, et le Choose France d'hier a annoncé 500 emplois à Brest. Donc alors, c'est pas les ateliers, mais c'est un élément important dans le dispositif de stratégie de la métropole, de capacité à capter de nouveaux services, à capter de nouvelles entreprises autour de ça. Et donc ça, c'est un élément important. C'est ce qui fait la richesse du lieu. Merci. On va passer au mot. Un collider. Dites-nous ce que c'est. Bonjour. Oui, donc, alors, Mowi, c'est un collider. Donc, moi, je suis Nicolas Géret, je suis un des cofondateurs. Je dis beaucoup parce qu'on a démarré ce projet en 2014 à deux avec Olivier Cotina, qui est un des cofondateurs de School Lab, donc qui avait une certaine expertise aussi de ces lieux et de ces méthodes. Donc, un collider, voilà, c'est un collisionneur de particules en physique. C'est l'image qu'on reprend parce que, à l'appui de constats que tout le monde fait aujourd'hui, qui sont les défis climatiques, la crise migratoire, la place des jeunes, les défis démocratiques aussi, qui sont un peu inquiétants malheureusement. Mais nous, on s'est dit qu'il n'y a qu'une réponse qui est possible face à des défis planétaires comme ça, c'est le collectif. Donc pour nous, ce qui est très important, c'est de prôner le collectif, de reconstruire des collectifs. Et ça passe par la manière dont on a pensé notre lieu, ça passe par du contenu, ça passe par des communautés qu'on construit. Et donc, un collider, c'est un collisionneur de particules en physique. Donc, c'est pour ça que nous, on n'est pas un accélérateur, on ne fait pas de service aux startups, on n'est pas une pépinière d'entreprise ou un incubateur, on est un collider, on mélange en résidence des gens très différents, des associations qui ont des salariés, des startups, des freelances, donc, qui, eux, sont très habitués aux lieux comme les nôtres, mais aussi des salariés TPE, PME, grands groupes, à qui on dit, en fait, sortez vos équipes, soyez en mode projet chez nous, parce qu'en fait, vous allez avoir une adversité qui va être positive, qui va être différente. On l'anime, hein, bien sûr, il ne suffit pas de les mettre dans le lieu.
on l'anime. Et on a des chercheurs, on a 200 étudiants dans le lieu parce qu'on héberge des écoles aussi, très important aussi. Et donc on a 2 enjeux principaux, nous, c'est que la manière dont on anime tout ça, on fait un lien très fort au débarquement, pas parce qu'on est normand, mais parce que c'est un événement planétaire qui est emblématique d'un collectif qui s'est mobilisé pour faire pivoter l'histoire. Donc on est à Caen en Normandie, hein, si jamais vous n'aviez pas fait le rapprochement. Et donc le débarquement, c'était 156 000 jeunes, 23 pays, 23 ans de moyenne d'âge, 15 pays différents. Il y avait des femmes, des hommes, des blancs, des noirs, de toute religion et de toutes compétences. Et c'est ensemble qu'ils ont réussi à faire pivoter l'histoire, parce qu'individuellement, ils ont eu envie de le faire. Pour certains, ils étaient volontaires. Donc pour nous, c'est des valeurs assez fortes qu'on essaye de reconstruire aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, avec les enjeux d'aujourd'hui. Et ces valeurs, ce parti pris assez fort, hein, aussi de bousculer, de provoquer, comment ça se traduit dans un modèle économique? Est-ce que ces valeurs, elles sont rentables? Alors j'allais dire, on se condamne à la rentabilité parce qu'on a fait un montage un peu spécifique. D'abord, comment on concrétise ça? C'est quoi ce nouveau débarquement? Comment on le fait? Il y a un lieu, donc on a un modèle immobilier que je vais pouvoir expliquer, qui est un peu particulier quand même aussi. On a des programmes d'entreprise, de transition des entreprises qu'il faut accompagner et à qui nous on promet cette adversité, ce mélange qu'on sait construire avec des réseaux et avec des méthodes. Et on propose des conférences aussi, des moments d'inspiration, parce qu'on ne peut pas se transformer sans s'inspirer. Donc c'est pour ça aussi qu'on organise tout ça. Et surtout, on a, dès le début du projet, décidé de marcher sur 2 jambes. Une jambe autosuffisante, une SAS privée d'exploitation qu'on a créée, et une jambe d'intérêt général avec un fonds de dotation. Mais on n'aurait rien pu faire sans les collectivités, parce que on n'a pas les poches profondes pour porter l'immobilier. Donc on s'est appuyé sur la collectivité, qui elle-même aussi a des intérêts à ça. Hein. Je ne veux pas trop monopoliser la parole, mais il y a des vrais enjeux pour la ville de Caen qui expliquent pourquoi ils ont soutenu ce projet, au-delà du fait qu'on était sympa et compétent. Compétent, je ne sais pas. Par contre, sympa, oui. Par contre, sur le modèle économique, donc, on a une fondation qui finance des causes d'intérêt général, et on a cette SAS qui vit sur la location de postes de travail, la location d'espaces événementiels, donc purement immobilier, et aussi les programmes qu'on vend aux entreprises. Donc ça, c'est nos 3 sources de revenus qui nous rendent autosuffisants. Mais ce qu'on a fait, c'est que c'est la collectivité qui est propriétaire des lieux qui a porté l'investissement immobilier, donc quelque part qui a fait un investissement immobilier elle-même. Donc c'est la communauté urbaine, Caen-la-Mer, à l'appui du maire de Caen, qui est président de Caen-la-Mer, qui a été très important dès le départ du projet. Et la région a soutenu Caen-la-Mer dans cet investissement immobilier. Mais ils restent propriétaires, ils perçoivent des loyers que paye la SAS au final. En revanche, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inséré la partie fonds de dotation, donc équivalent d'une fondation, dans le modèle immobilier, parce que notre objectif, c'était aussi d'approvisionner la fondation pour financer de l'intérêt général. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'on ne peut pas tout laisser aux collectivités, que les entreprises doivent prendre aussi leur part dans le social. Il y a des véhicules fiscaux pour ça, donc on l'a créé comme ça, pour soutenir tout ça. Et en fait, on a finalement mis en place un collectif qui est ce qu'on prône, entre ces 3 acteurs. Donc la fondation, elle a plus de 40 entreprises aujourd'hui qui sont dedans. Et nous, on pilote tout ça, bien sûr, mais on le fait en cohérence avec les entreprises locales et nationales qui sont dans la fondation et avec la collectivité qui nous soutient. Très bien, merci. Peut-être, Laurent, à propos du Laval Virtual Center, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la nouvelle société spin-off Comodal? Et puis justement, là, vous êtes à fond dans une stratégie de déterritorialisation. J'y suis presque arrivée. Et avec ce modèle très fort autour de la réalité virtuelle que vous incarnez. Juste pour confirmer ce que tu disais, c'est effectivement grâce au soutien des collectivités qu'on a pu construire le Laval Virtual Center aussi. C'est un projet public. Le Laval Virtual Center continue d'appartenir à l'agglomération de Laval, et donc les structures qui sont dedans payent un loyer. Du coup, l'association Laval Virtual, qui donc a 25 ans d'âge, a eu toute une vie autour de l'événementiel,
compliqué quand on est arrivé aux phases Covid en 2020, où il a fallu annuler à un mois de l'événement l'événement physique. Mais du coup, on s'est dit, s'il y a bien un organisme dans le monde qui doit virtualiser totalement son événement, eh bien c'est Laval Virtual. À l'époque, on avait 40 plateformes de monde virtuel susceptibles d'accueillir les avatars des peut-être 1000, 2000, 3000 participants à l'événement. Et c'est ce qu'on a fait, on a réussi, on a choisi une plateforme et on a eu plus de 6000 avatars. Et du coup, on est devenu le premier organisateur d'événements en monde 3D temps réel d'Europe et du monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 1 an et demi après, enfin 2 ans après plus précisément, on a fait plus de 300 événements. Et l'idée, c'est de créer, avec toutes les équipes qui travaillent sur la veille, sur le conseil, sur la formation continue et les équipes opérationnelles qui accompagnent les entreprises dans leurs événements, dans les formations. On accueille des campus virtuels, des formations virtuelles pour plein de gens. Et des bureaux virtuels, hein, on parle de tiers-lieux, mais on a créé la Fourth Place, la 4e place, qui crée l'union entre le lieu au travail, celui en télétravail à la maison, et les espaces de coworking qui peuvent être utilisés par les entreprises et les salariés. Voilà. Donc de cette activité globale, eh bien on crée cette spin-off qui est une SAS qui reste locataire au Laval Virtual Center. Donc qui va apporter sa quote-part dans le financement du lieu. Et c'est une aventure qui a généré, alors en 2021 c'était à peu près 1,5 million de chiffre d'affaires, donc from scratch. Et aujourd'hui, on est parti pour une SAS. On espère faire 2 millions sur notre première année. Je pars avec 14 salariés. Voilà. Très bien. Belle aventure. On parle chiffres. Il est temps de laisser la parole à notre direction de l'investissement. Didier, donc, tu vas nous parler de ce que finalement, ce à quoi on est attentif en fait pour investir, financer ces lieux, et qui sont en fait un peu quelle est la grille de lecture que tu peux nous proposer? Déjà, beaucoup de modestie et d'humilité face à tous ces exemples que vous représentez et qui sont très bien décrits dans ce guide. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle et d'ingrédients miraculeux. Enfin, je pense qu'à chaque fois, c'est un peu sur toi quand même. C'est un petit peu une histoire particulière. Je vais quand même essayer d'en trouver quelques-uns. Je pense que déjà, avant tout, et c'est un petit peu ce que Blandine et Alexis disaient en introduction, tout ça part du territoire et du projet du territoire. Et c'est vrai que c'est deux choses qui sont vraiment dans notre ADN à la Banque des Territoires, c'est le territoire et l'innovation. Et donc tout ça part d'une réflexion amont avec les acteurs territoriaux. Réflexion amont sur la stratégie territoriale, la redynamisation. Alexis parlait tout à l'heure de redynamisation, réhabilitation de friches, etc. Donc tout ça, ça part d'un vécu, d'un historique de territoire. Et vous l'avez très bien décrit les uns et les autres. À chaque fois, il y a une histoire derrière tout ça. Évidemment, réflexion autour des modèles économiques, puisque c'est un peu le thème de cette table ronde. Réfléchir sur effectivement les loyers quand on est investisseur immobilier, les services qui sont fournis, et au-delà des modèles économiques, au-delà de ça, c'est aussi les externalités que ça produit sur le territoire. Donc tout ça amène à réfléchir à un tour de table. Et nous, donc à la Banque des Territoires, notre enjeu, c'est aussi de mettre autour de la table des acteurs très divers. La diversité est aussi hyper importante, donc ça peut être aussi un ingrédient dans cette recette miracle. Diversité homme-femme, alors on ne le représente pas tellement sur cette table ronde aujourd'hui, mais il y a quand même pas mal d'exemples de femmes. Diversité d'origine, de provenance, mettre autour de la table à la fois des ingénieurs, des économistes, des architectes, des rois de l'innovation, etc. Et donc tout ça doit amener à une gouvernance, à une réflexion sur le modèle économique, réflexion sur le montage juridique, et on a plein d'outils à disposition. Voilà. Première chose, c'est ça, c'est vraiment le territoire, le projet de territoire, et comment on structure tout ça. Ensuite, il y a beaucoup d'outils à disposition, et ça c'est un truc sur lequel je voulais insister ce matin.
Donc nous, à la Banque des Territoires, on a, comme le disait Alexis tout à l'heure, des outils économiques, financiers évidemment, hein, les fonds propres, les quasi-fonds propres, la dette, ça permet de structurer tout ça. Il y a aussi des outils de l'État, puisqu'il se trouve qu'on est nous aussi opérateurs de programmes de l'État, donc on a parlé tout à l'heure d'Action Cœur de Ville, mais il y a aussi des programmes comme Territoire d'innovation, de grande ambition ou Démonstrateur de la ville durable qui permettent aussi de mobiliser des outils du PIA, alors qui s'appelle maintenant France Relance. Mais donc, tout ça, ce sont des outils dont on peut user. Et puis, une fois qu'on a utilisé ces outils, qu'on a réfléchi à son projet, mais je dirais que c'est un petit peu l'idée des écosystèmes, de l'essaimage, du maillage territorial et de la coopération. Voilà, quelques clés un peu de lecture, mais encore une fois avec beaucoup d'humilité par rapport à tous les exemples que vous représentez. Alors j'ai découvert qu'il y avait le Force Place qui existait, donc je suis impressionné, j'espère que... On a un très bon espace tiers-lieu sur la plateforme Banque des Territoires. Est-ce qu'il va falloir aller au-delà Audrey, qui est avec nous et qui est en charge des tiers-lieux. Didier, tu as terminé ton analyse. Merci pour ces éléments. Je vous propose d'applaudir nos intervenants. Et on va passer à la table ronde suivante. On a parlé du territoire, et donc on va passer au sujet de l'impact et de l'avenir de ces lieux dans leur territoire avec Philippe Watteau, directeur de Y-Spot à Grenoble, Margherita Balzerani, directrice de Louvre-Lens Vallée. Venez me rejoindre. Johan Dom, directeur de Hall 32 à Clermont-Ferrand. Et puis j'invite également un autre expert, Thibaut Nug, du groupe Patriarche, qui a contribué également à cette étude. Donc je vais vous laisser peut-être pitcher 2 minutes chacun sur votre lieu. Peut-être Margherita, je vous laisse démarrer. Je suis très... On m'entend ? Oui. Je suis très heureuse d'être là, puisqu'on a beaucoup parlé d'inclusion. J'en suis un exemple, en tant que femme dirigeante, de ce lieu qui est un véritable ovni, on pourrait dire. On est sur un territoire qui est le bassin minier, qui est un territoire qui a fait face à une véritable désindustrialisation et surtout à la transformation après la mine. Et donc... le bassin minier qui fête cette année 10 ans d'inscription au label UNESCO, donc patrimoine mondial de l'humanité. Et surtout, cette locomotive qui a été le Louvre-Lens, qui est une marque internationale sur laquelle on s'appuie et surtout qui est un Louvre autrement, parce que c'est un Louvre qui a été désiré et dont tous les citoyens de Lens ont signé pour pouvoir amener ce lieu sur ce territoire. Et nous sommes forcément dépendants de ce lieu, parce qu'on a dans notre ADN le nom Louvre-Lens Vallée. Et on est sur un hub créatif parce qu'à côté du Louvre, il y a le centre de conservation Louvre-Paris qui est réattaché 350 000 œuvres qui ont été déplacées de Paris vers Lens suite à la crue de la Seine, vous savez. Donc voilà. Derrière notre bureau, il y a la résidence Pinault. Donc tout ce territoire qui s'est transformé par la culture. Donc les politiques ont été extrêmement clairvoyants. Ils ont fait le choix de se dire le territoire peut être transformé par la culture. Et nous, on forme des entrepreneurs dans la culture, dans les industries créatives et culturelles. Notre lieu est un véritable lieu totem parce qu'on est à 8 minutes de la gare. Donc le premier lieu que vous avez sur la rue Paul Bert avant d'arriver au Louvre, c'est notre lieu, Louvre-Lens Vallée. Qu'est-ce qu'on fait ? On y fait beaucoup de choses. On accompagne 2 fois par an des porteurs de projets. Je préfère parler de porteurs de projets plutôt que de start-up. Essentiellement sur des sujets très précis qui sont la numérisation des œuvres, la préservation, conservation du patrimoine, innovation touristique, innovation dans l'artisanat. On a un très bel outil qui est le Muséolab, qui est un laboratoire d'innovation ouverte, un Fab Lab qui est financé par l'Université d'Artois. Et c'est un lieu ouvert
vers l'extérieur qui accueille tous les jours des coworkers gratuitement. On a un grand espace de coworking. Et c'est un lieu extrêmement modulable parce qu'on se transforme à chaque fois en fonction des événements qu'on accueille. Et voilà, on a accompagné depuis notre existence, en fait, l'année prochaine, les 10 ans, nous-mêmes. Ça existe. Louvre-Lens Vallée a été fondé en 2013 et on a accompagné 99 projets, 99 porteurs de projets sur notre territoire. Très bien, merci. Donc, effectivement, bien ancré sur le territoire et partie prenante forte de sa transformation. Philippe Watteau, peut-être, si vous pouvez poursuivre sur Wisepod, qui est implanté à Grenoble, mais je crois également en essaimage. Merci beaucoup. On va effectivement traverser un peu la France, là, de Lens jusqu'à Grenoble, avec ce même esprit d'ouverture. Hein, donc, gros enjeu à Grenoble, qui est vraiment une capitale sur le plan technologique très forte, avec un rayonnement mondial très important en microélectronique, avec aujourd'hui même beaucoup d'actualités, parce qu'il y a des milliards d'investissements qui sont annoncés par ST et puis par Global Foundries. Le gros enjeu, au-delà de la production de technologie, c'est vraiment la connexion aux enjeux sociétaux. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, le CEA, la Banque des Territoires et plusieurs partenaires ont investi dans un lieu qui s'appelle le Wisepod Labs, qui fait plusieurs mètres carrés. Et l'enjeu du lieu, c'est vraiment de donner sens aux technologies. On avait un peu l'habitude, et on a toujours un peu l'habitude de CEA de faire de la technologie, puis après, finalement, l'application, les usages, ce sera l'affaire des industriels ou des différents partenaires. Aujourd'hui, on a décidé vraiment de prendre le sujet des usages et des applications de manière beaucoup plus intégrée et plus en amont. Et c'est vraiment le sens du lieu Wisepod Labs avec ses équipes. Donc il n'y a pas que des ingénieurs au CEA, il y a aussi des experts en usage, en sociologie, en prospective, en design. Bref, tout un tas de compétences qui sont localisées. Est-ce que vous pourriez juste nous en dire un petit peu plus donc, sur le CEA, oui, dont vous venez de prononcer l'acronyme? Alors, sur le CEA, grosse unité de production technologique. Hein, juste pour vous donner un exemple, on travaille aujourd'hui sur les technologies quantiques. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait jusqu'à un certain niveau de technologie. Une fois qu'on était à peu près sûr de notre technologie, on allait faire une étude marketing pour se poser un peu la question des usages. Après, on allait voir des équipes qui sont spécialisées dans les relations industrielles. Aujourd'hui, en fait, on est en train de revisiter complètement le processus, c'est-à-dire que même si la technologie n'est pas très mature, on va très tôt intégrer la question des usages, se poser la question de l'usage de la technologie avant qu'elle arrive à un certain niveau de maturité. Et la cerise sur le gâteau, c'est de travailler de manière conjuguée et la technologie et l'usage pour que la conjugaison adresse un enjeu de société. C'est typiquement ce qu'on est en train de faire sur le quantique, où on est d'ailleurs assez remarquablement salué parce qu'on a lancé une start-up qui s'appelle Cosmos, qui a eu le grand prix iLab du ministère de la Recherche il y a quelques jours. Et c'est exactement ça. Si on va aligner de manière stratégique et simultanée techno, usage et enjeux de société. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Wisepod Labs à Grenoble. Très bien, merci. Johan, je vous laisse la parole. Merci. Alors le Hall 32, c'est à Clermont-Ferrand, c'est un centre de 13 000 m² dédié à l'industrie. On a ouvert en septembre 2019, donc vous imaginez bien 6 mois d'activité très forte, et puis derrière il a fallu se réinventer. Ça a été un gros challenge et on en sort enfin, on en est ravis. On a eu 4 missions qui nous ont été confiées par 6 membres fondateurs. On a un statut associatif. C'est un projet qui a été porté par un PIA, donc c'est un partenariat public-privé qui nous a aidés à émerger. Et donc 6 membres fondateurs, 3 industriels clermontois, Michelin, Limagrin, alors qui est connu comme un semencier, mais ils ont aussi énormément de moulins et puis tout un volet pâtisserie, boulangerie. Et puis la Banque de France, qui est à la fois dans la région autour de Clermont, la papeterie et l'imprimerie. Donc avec des vrais outils de production. Et puis on est accompagné aussi à la fois par Acto, qui est un organisme, un OPCO, un organisme de subvention de la formation, le pôle de compétitivité SIM, et puis le rectorat de Clermont-Ferrand qui vient représenter justement tout le volet public. Voilà, donc ces 6 membres fondateurs nous ont donné 4 missions. La mission d'informer, donc de parler de l'industrie, de faire la promotion de l'industrie, et on s'y attache en ayant énormément de programmes liés à l'inclusion, à l'accueil de collégiens. On se déplace énormément aussi pour informer de ce qu'est l'industrie et faire la promotion des industriels du territoire.
La deuxième mission qu'on nous a confiée, c'est une mission de formation, et donc on s'y attache à la fois en formation initiale et en formation continue. Et donc c'est des activités qui sont très très importantes dans le centre. On a plus de 200 élèves aujourd'hui, et on est en train de développer l'activité formation continue, et sur 6 mois, on en est à 500 personnes formées dans le centre, et ça double tous les ans en termes d'activité. La troisième mission, c'est l'innovation. Et donc, on s'y attache à la fois sur un volet d'innovation pédagogique, mais aussi technologique. L'idée, c'est d'accompagner les industriels, évidemment, sur les compétences à la fois des gens qui vont rentrer sur le monde du travail et puis des salariés, mais aussi sur l'acceptation des nouvelles technologies, sur tout ce qui émerge à travers l'industrie 4.0. Donc, on va être un centre de démonstration, un centre d'expérimentation et un centre de formation sur cette nouvelle technologie-là. Et puis, le dernier volet, c'est la partie connectée. Et donc faire en sorte qu'il y ait des écosystèmes qui se créent autour du centre, qu'on participe à des écosystèmes pour essayer de valoriser toute cette dynamique-là. Et donc là, il y a des choses qui ont commencé, mais c'est le gros point d'avenir sur lesquels on est en train de se déployer après 6 mois un petit peu sous cloche. Voilà. Très bien, merci. Donc effectivement, on va maintenant parler de vos rôles, voire même de votre responsabilité dans les enjeux sociétaux et environnementaux. On aimerait savoir comment ça se traduit concrètement dans vos actions. Alors, Margherita, comme vous le disiez, une responsabilité sociétale sur un bassin minier qui se transforme, le Louvre-Lens-Vallée, levier d'inclusion, mais également des enjeux environnementaux, des enjeux culturels. Comment vous faites pour combiner tous ces enjeux-là et influer sur le territoire? Il faut savoir que cet archipel, qui était l'archipel noir dans l'imaginaire collectif de tous ceux qui l'habitent et tous ceux qui le visitent, s'est transformé en 10 ans, et on se projette les prochains 10 ans, 20 ans, vers un archipel vert. Donc demain, tout entrepreneur qui souhaite investir dans l'éco-transition, il le fera sous le territoire de la Cale. Parce que ces densités de population, ces métropoles qui ont rêvé d'être des smart cities ont oublié véritablement l'humain. Donc l'humain est centré chez nous, et surtout on est dans une relation avec ses citoyens et avec ses porteurs de projets, dans l'observation des usages, toujours en intelligence collective, puisqu'on est un outil qui travaille sur les besoins des acteurs du territoire. Je vous fais un exemple très concret. Le centre de conservation du Louvre qui nous parle des mousses, de conditionnement des œuvres dans le déplacement d'un point A à un point B. Comment on fait pour faire face à un système ou une innovation qui soit portée par exemple par Louvre-Lens-Vallée pour pouvoir transformer ces mousses, réfléchir à d'autres solutions. Donc on a sur les territoires effectivement un écosystème très important, des acteurs culturels. Il faut savoir que la région Hauts-de-France est considérée un petit peu comme la région des musées, parce qu'on a plein d'institutions culturelles. Donc on peut répondre effectivement à la médiation, à de nouvelles formes d'usage de médiation pour l'accessibilité aux musées. Et on le voit très bien comment le Covid nous a à la fois éloignés, comment le numérique nous a rapprochés de certains musées qu'on pouvait pas visiter, puisque la culture est un élément qui se partage avec les autres. Et cette transition, on l'a imaginée aussi avec la Chambre de métier, parce qu'on a répondu à l'AMI Manufacture du territoire avec un projet qui s'appelle Gisement créatif, et donc récupérer tous les gisements justement de plastique. Il faut savoir que sur le territoire de la Cale, on a presque 800 tonnes de plastique produites par mois. Donc, on met en place des résidences de designers et d'artistes et de créatifs qui puissent redéployer ce plastique avec un mouvement qui s'appelle Precious Plastic, qui est un mouvement international, et pouvoir produire localement des objets, du mobilier urbain, des chaises, voilà, et que les collectivités puissent faire appel à nous pour ces solutions. Très bien. Donc, on voit effectivement au designer que l'art a peut-être un rôle à jouer dans l'innovation. Évidemment, transition avec vous du côté de Wispot, puisque je crois que vous avez des démarches justement de dialogue entre la science et l'art. Et comment, du coup, vous avez évolué aussi pour avoir plus d'impact sur un sujet crucial que sont les énergies.
Oui, effectivement, dans notre démarche d'ouverture et d'enrichissement à la société, en fait, on a trouvé vraiment très intéressant de travailler avec les artistes. On a notamment lancé une initiative qui s'appelle l'Atelier Art Science avec l'Hexagone Scène Nationale à Mélan, donc à Grenoble. Et on a en fait 8 artistes en résidence. Donc c'est très conséquent. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, on ouvre nos livres et aussi nos rêves scientifiques à ces artistes. Donc on a des roadmaps en microélectronique, en énergie à 5, 10, 15 ans. Et on propose en fait aux artistes de bâtir et de construire des projets artistiques à partir de nos projections technologiques. Et ça, c'est vraiment une alchimie tout à fait magique. Ça donne lieu à des créations vraiment très originales qui nous permettent de dire que vraiment, en un sens, ensemble, on arrive à avoir la puissance prémonitoire de l'art en offrant nos rêves et nos visions technologiques. Donc ça se matérialise par l'Atelier Art Science, qui est dans un nouveau bâtiment qu'on a construit en plus du Wisepot Labs dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le Wisepot Partners, puisqu'en plus des labos spécialisés en SHS, on a aussi tous nos partenaires qui sont maintenant là, porte à côté, dans un très beau bâtiment en sciences humaines et sociales. On a 10 000 mètres carrés offerts pour nos partenaires, et on est aussi en projet de construction sur un 3e et un 4e bâtiment pour construire un campus complet, un campus art, sciences et société à Grenoble. Et ça va se matérialiser par aussi un grand événement qui s'appelle Experimenta, qui a déjà eu lieu. C'est une biennale avec plus de 10 000 participants. Ça se passe, je fais une petite page de publicité au mois d'octobre, 12 au 22 octobre, une vingtaine de spectacles sur une vingtaine de lieux à Grenoble qui sont axés sur art, sciences et société. Très bien, merci. Peut-être, Johan, si vous avez peut-être un mot à ajouter sur les enjeux sur votre territoire, notamment en lien avec l'industrie. Oui, évidemment, puisqu'on est centré. Le Hall 32, c'est le centre de promotion des métiers d'industrie, donc on est centré sur l'industrie. Aujourd'hui, nous, si je projette un peu le centre sur l'avenir, on voit vraiment plein de couches qui sont en train de s'additionner petit à petit. On a servi un petit peu de preuve de concept, on va dire, sur Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, autour du Hall 32, le quartier est en train de s'animer. Michelin, alors évidemment, à la hauteur de ce groupe-là, pousse un programme qui s'appelle la manufacture des talents, qui a vocation à remettre complètement sans dessus-dessous la manière dont ils forment leurs employés. On a un pôle d'innovation Catarou qui s'installe juste à côté de nous dans le quartier. Donc vraiment, dans le quartier, il y a une forte dynamique. Évidemment, on bâtit plein de réseaux au sein de la métropole avec les incubateurs. J'ai entendu parler du village Baïsera, ces acteurs avec lesquels on est. Il y en a plein d'incubateurs, évidemment. Donc on est en train de créer tout ce réseau-là au niveau territorial et local. Le deuxième niveau, c'est la région. Et donc aujourd'hui, on vient de déposer un dossier de campus des métiers et des qualifications d'excellence. Donc c'est un gros lien avec l'éducation nationale, puisque c'est un outil qui permettra de mettre en réseau tous les centres de formation. On bâtit petit à petit un certain nombre de liens avec des interlocuteurs. On s'est rapproché des mines télécom, on se rapproche de Catrium pour essayer justement de prendre langue et créer des liens avec d'autres acteurs tels que ceux qui sont présents aujourd'hui. Et puis on nous pousse déjà à aller un petit peu plus loin à l'international, puisque on prend des contacts avec des instituts et des établissements dans d'autres pays pour pouvoir les accompagner. Parce qu'aujourd'hui, dans le centre, on a développé un certain nombre d'expertises et de compétences, et donc on nous demande de venir épauler le développement de centres à l'international qui pourrait ressembler à celui qui est Hall 32. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour ces belles perspectives. Peut-être Thibaut, du groupe Patriarche, vous avez contribué fortement donc à cette étude, et je vous demanderai peut-être d'en faire peut-être une petite synthèse de ces échanges. Comment voyez-vous les lieux de demain? Est-ce qu'ils seront dans le métaverse? Est-ce qu'ils seront les pieds sur terre et sur leur territoire, en réinvention permanente? Je pense que ça, vu les témoignages que nous avons eus, on ne peut pas le nier. Mais voilà, comment vous voyez l'avenir des lieux? Alors, déjà, je pense qu'il y a eu beaucoup de témoignages qui montrent que les lieux physiques ne s'opposent pas à la déterritorialisation et au monde virtuel. Je pense qu'on s'inscrit vraiment dans une complémentarité d'échanges. On a toujours besoin de lieux physiques qui portent chacun des singularités de communautés d'acteurs, de territoires. Et le virtuel, pour nous, en tout cas, les encourage à s'interconnecter entre eux. C'est le fameux mot qu'on a eu tous du mal à prononcer. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est que ces lieux-là, ils puissent se mettre en réseau et interconnecter des acteurs à une échelle nationale, mais aussi, évidemment, très internationale. Par contre,
je pense que dans la manière de concevoir ces lieux, il y a une vraie révolution à conduire. On en a un tout petit peu parlé aujourd'hui. On parlait avec le mot sur le modèle immobilier. Mais je pense qu'un des défis auxquels vous êtes tous confrontés, c'est à la fois la lenteur et la lourdeur de l'enveloppe, en tout cas, qui vous accueille, qu'on appelle un bâtiment, un quartier, un territoire, et qui, pour moi, n'a pas pris le tournant ou l'enjeu ou la mesure de la vitesse de ces évolutions et des besoins des acteurs qui ont besoin d'innover en quelques semaines, parfois, comme on l'a vu avec le Covid, et vous l'avez mentionné, où on a été obligé de retourner ou de détourner des lieux, des entreprises, pour les emmener sur des innovations vitales. Donc pour moi, clairement, il y a un vrai enjeu, et c'est ce qu'on essaye, nous, de faire modestement, mais à transcender la manière de concevoir ce patrimoine et cet immobilier qui, demain, accueillera des innovations au sens très très large. Jean-Louis en a parlé à travers cette étude. On n'a pas caractérisé ce qu'était l'innovation, on a essayé de montrer les différentes formes qu'elle pouvait prendre et les différents acteurs qu'elle pouvait mobiliser. Donc pour nous, en fait, on essaye simplement d'accélérer la production d'un immobilier qui est plus vertueux, qui est plus souple financièrement, avec des modèles économiques compressés, parce qu'aujourd'hui, on n'en parle pas et je ne vais pas m'étaler, mais on a une chaîne immobilière qui est extrêmement classique, fixe, où la valeur ajoutée de chaque acteur est quand même de moins en moins importante, si je puis dire. Donc on essaye un peu de bouleverser tout ça pour produire une offre qui est capable de sortir très vite, voire même parfois en anticipation des besoins. Et on le fait, nous, personnellement, en exploitant des lieux qui n'ont pas d'usagers tout de suite, mais qui sont capables d'en accueillir demain. Et puis, je pense qu'à travers ça se pose la question de leur réversibilité et de leur évolution dans le temps, parce que je pense que vous le vivez tous. Je pense que Margarita parlait de la reconfiguration de son lieu chaque jour, mais je pense que les innovations ou les communautés d'acteurs, elles bougent tellement vite qu'il faut aussi que l'immobilier, et peut-être qu'ici c'en est aussi un exemple, mais s'adapte en permanence avec des modèles qui soient souples, encore une fois, et vertueux à tout point de vue, et financièrement et environnementalement parlant, si je puis dire. Voilà, c'est un peu la synthèse très rapide que je ferai de cet échange. Très bien, merci Margarita. Peut-être quelque chose à ajouter ? Oui, je rebondis sur ce qu'il vient de dire Thibault, et puisque nous le faisons tout le temps entre la French Tech, dont on anime un réseau de 160 entreprises, nos partenaires, les acteurs culturels, scientifiques, etc., c'est très chouette d'être tous réunis aujourd'hui. Pourquoi on ne poursuivrait pas nos échanges, surtout avec une réunion, je ne sais pas, une fois par an, d'intelligence collective. Nous l'avons fait très récemment. On a réuni avec la complicité du ministère de la Culture tous les labs ICC chez nous, à Lens. Je lance l'idée, si vous voulez qu'on se réunisse physiquement, soit à Lens, soit chez vous, pour faire vraiment une mise en partage de nos pratiques, de nos modèles économiques, et poursuivre ce qu'on a fait aujourd'hui et voilà, avancer ensemble. Très bel appel. On réunit aussi au Hub des technopoles, des accélérateurs, des incubateurs. On a fait quelques beaux événements avec le réseau Rétis, et puis autour de la cartographie des structures d'innovation. Donc on sera ravis de poursuivre ces échanges avec vous que nous rencontrons aujourd'hui. Les lieux sont polymorphes, traitent de nombreuses thématiques. Donc il faut voir comment on prend le sujet. Mais en tout cas, on est ravis de ces échanges aujourd'hui. Donc je propose qu'on vous applaudisse. Et je vais maintenant appeler pour la conclusion Yann Guével, qui est vice-président de Brest Métropole. Et Yann, vous allez conclure au nom de France Urbaine, partenaire de ce recueil. Bien, merci de me donner la parole. Oui, donc aux côtés de la Banque des Territoires, de Patriarche et de JLM Conseil, France Urbaine a souhaité aller à la rencontre de ces 25 nouveaux lieux. On l'a vu, la richesse de certains d'entre eux, on n'a pas pu voir les 25, mais la richesse et l'hétérogénéité des projets de ces lieux. Alors au nom de Johanna Roland, la présidente de France Urbaine, et des deux coprésidentes de la commission Économie des territoires, qui sont Michel Lutz et Anne Vigneault, que je vous prie toutes les trois de bien vouloir excuser. Je vous remercie. Je remercie l'équipe qui a produit cette étude. Je remercie les représentants qui se sont mobilisés ce matin pour faire valoir leurs projets, leurs modèles, et peut-être parfois aussi, on n'en parle pas trop, mais de temps en temps, les difficultés de tous nos modèles. En effet, les défis
auxquelles font face nos territoires, nos sociétés font de l'innovation un impératif en constant renouvellement. Depuis une vingtaine d'années maintenant, les politiques d'innovation, longtemps définies et déclinées à l'échelle européenne et nationale, ont été rejointes par des dispositifs et des outils qui sont proposés et accompagnés par nos collectivités locales. La montée en puissance des régions, des intercommunalités comme pivot du développement économique territorial s'est traduite par leur implication constante. On en a parlé tout à l'heure, dans les technopoles, dans les pôles de compétitivité, dans les clusters ou bien dans les dispositifs issus du programme d'investissement d'avenir, le fameux PIA dont on a parlé tout à l'heure aussi. Le paysage des partenariats entre les acteurs publics et ceux de l'innovation s'est considérablement diversifié. Les écosystèmes d'innovation se sont adaptés aux caractéristiques de nos territoires et aux différentes attentes sociétales. Cet ancrage renforcé s'est traduit notamment par l'émergence et la multiplication de nouveaux lieux qui accueillent les acteurs de l'innovation, les pépinières, les incubateurs, les hôtels d'entreprise, etc. Et nos collectivités, au premier rang desquelles les intercommunalités, sont devenues des actrices, des partenaires majeurs de ces réalisations. Ces dernières années, une nouvelle génération de lieux est apparue dans nos villes, des lieux plus hétérogènes, plus ouverts, plus diversifiés, plus hybrides, c'est tout ce qu'on a vu ce matin. Des lieux réalisés à l'initiative d'acteurs publics ou privés, animés par des entrepreneurs, des collectifs partenariaux, des entreprises de l'économie sociale, des entreprises de l'économie publique locale. Ces lieux élargissent les sujets d'innovation, la santé, le numérique, les mobilités, j'en passe bien entendu, à des thématiques plus sociétales et ouvertes sur les territoires urbains, l'économie sociale et solidaire, la transition écologique et énergétique, l'économie circulaire par exemple. Alors, pour conclure cette matinée, je vais partager avec vous quelques idées, quelques considérations et préconisations issues de ce travail, dont nous espérons qu'il sera suivi par d'autres éditions d'initiatives comparables à celles d'aujourd'hui. Beaucoup d'innovations sont nées, vous le savez, d'un hasard et surtout d'un croisement entre plusieurs individus, ça a été encore rappelé tout à l'heure, venus d'horizons différents et porteurs de savoirs et d'interrogations variés. Le numérique peut participer de ces carrefours en étendant à la planète le champ des rencontres possibles, on en a parlé aussi ce matin, mais il ne saura jamais, à nos yeux, se substituer aux fertilisations croisées nées d'une conversation, alors comme on dit maintenant depuis la Covid, en présentiel. Et on voit que l'appétence pour la rencontre ici, au Hub des Territoires aujourd'hui, montre bien qu'on a toujours besoin de ce contact humain. Nous devons aussi garder notre goût pour le manuel, pour le bricolage, pour l'expérimentation. Et je constate avec plaisir que l'atelier, dans toutes ses dimensions, reste ce lieu générique où l'humain peut donner toute sa mesure. C'est une des raisons pour lesquelles les lieux d'innovation restent, à nos yeux, essentiels. La très haute technicité ou la confidentialité nécessaire à certaines formes d'innovation, notamment technologiques, médicales par exemple, justifie pleinement la création d'espaces dédiés, protégés, consolidés par la présence d'acteurs publics. Le partenariat entre entités publiques et entités privées, fondement de la création et de l'animation de beaucoup de ces lieux, doit rester leur ADN. L'innovation, par définition, est porteuse d'incertitudes, de risques d'échec, de remise en question. Ce modèle, qui donne un cadre rassurant à ceux qui veulent inventer, reste à nos yeux pertinent, mais doit s'adapter aux nouvelles exigences de l'innovation dans nos territoires. Et les agglomérations, les métropoles qui investissent dans des lieux dédiés aux entrepreneurs innovants ne sont pas que des opératrices immobilières. Elles sont maintenant présentes directement ou via leurs partenaires, que sont par exemple les pôles de compétitivité, les chambres consulaires, différents réseaux d'entreprises ou les universités. Elles sont présentes pour accompagner les projets et de plus en plus en devenir des parties prenantes. Plusieurs métropoles, d'ailleurs, sont récemment entrées au capital de fonds qui s'engagent dans les entreprises innovantes. C'est aussi la garantie que ces entreprises seront mieux ancrées dans les territoires qui les ont vues naître. Et tout à l'heure, quelqu'un a parlé de l'enjeu sur le capital des entreprises qui se font assez facilement racheter et puis pour pouvoir intégrer des grands groupes mondialisés. Je pense qu'il y a un véritable sujet à l'impact que peut avoir la collectivité locale dans le lieu pour qu'il reste ancré dans son territoire. Nous croyons que le rôle des collectivités, et notamment les grandes intercommunalités urbaines, est de générer
ou d'accompagner ces lieux qui permettent d'éviter une privatisation intégrale de l'innovation, parce que celle-ci, elle relève clairement, dans nombre de domaines, de l'intérêt public. Nos territoires urbains ont un besoin crucial d'innovation, et pas uniquement sur le plan technologique. Nous sommes convaincus que ces nouveaux lieux d'innovation doivent être ouverts sur leur environnement, et notamment pour rendre l'innovation visible, accessible, et convaincre les populations qui croient en être éloignées qu'elles peuvent participer à la construction de solutions durables. La capacité à accueillir et à attirer les talents quels qu'ils soient, étudiants, seniors, migrants, décrocheurs, est aussi l'un des paramètres de la pertinence et de la viabilité de tous ces lieux. La transformation de l'économie et de la société, elle est rendue impérative, et quand on va sortir, on va le sentir, elle est rendue impérative par le changement climatique, elle nécessite des réponses systémiques et à la fois pragmatiques. L'accroissement des inégalités et les fractures qu'elles provoquent, sociales ou territoriales, ne trouveront de réponse que dans la construction de nouveaux liens et de nouveaux lieux. Ces nouveaux liens, ces nouveaux lieux qui permettent la rencontre, la pédagogie, la construction et l'acceptabilité des solutions aux crises auxquelles nous sommes confrontés. Pour nous, l'innovation est aussi avant tout un enjeu démocratique. Ce n'est pas ce qui doit être un concept élitiste d'ailleurs ou excluant. Les lieux d'innovation les plus audacieux sont ceux qui s'implantent dans les quartiers en difficulté. Ça a été rappelé tout à l'heure par votre collègue de Marseille en particulier. Tout à fait, et puis par nos intervenants sur la dernière table ronde assez fortement. La capacité à faire réseau, à tisser un lien entre les différents lieux où se génère l'innovation sur un territoire est à nos yeux, aux yeux de France Urbaine, beaucoup plus importante que la présence d'un seul lieu, aussi totémique soit-il. Et moi, je reprends du coup la proposition qui est faite de concevoir régulièrement autour de ces lieux. C'est vrai qu'aux ateliers des Capucins à Brest, ça fait un moment qu'on cherche à créer un réseau de lieux innovants, alors qui sont à peu près tous des ovnis. Quelqu'un a parlé d'ovnis tout à l'heure, mais je crois que tous ces lieux sont un peu hors du commun, et ils ont ça de commun, c'est qu'ils ressemblent à aucun autre. Donc faciliter la circulation de l'innovation est aussi décisif que de l'installer dans des lieux, et donc c'est notre rôle de collectivité que de décloisonner régulièrement, de faire se rencontrer les acteurs de l'innovation. Et donc c'est le sens d'une autre étude qui a été rendue publique il y a 2 semaines. Elle a été coproduite par France Urbaine et le réseau Rétis, portant sur les écosystèmes d'innovation. Et je veux rajouter qu'à nos yeux, l'innovation ne peut pas s'organiser sur la base de frontières institutionnelles et de périmètres administratifs. C'est le sens de nos mains tendues, nous, collectivités locales, à l'État, pour travailler à ses côtés sur France 2030, ou bien aux régions pour mutualiser nos forces au bénéfice des projets les plus différenciants. Enfin, il est évident que pour nous, l'innovation participe pleinement à l'Alliance des territoires qui est soutenue par les adhérents de France Urbaine. Les espaces ruraux et les villes intermédiaires fourmillent d'espaces où les innovateurs inventent, conçoivent des solutions et des projets utiles à leur territoire. Et nous devons travailler à nous mettre en connexion avec eux. Ils ont beaucoup, eux aussi, à nous apporter. Et nous y travaillons effectivement avec Rétis sur ces sujets, puisque ces territoires plus ruraux et détendus sont aussi au cœur des préoccupations de la Banque des territoires. Voilà. Alors nous sommes à l'aube de transformations majeures dans la place qu'occupe l'activité économique dans les villes. L'industrie reprend position. On a parlé de Grenoble et des annonces majeures qui ont été faites hier, effectivement. La logistique vient jusqu'au pied des immeubles. C'est un enjeu pour nos collectivités. Les grands pôles commerciaux de périphérie, eux, sont en fragilité. Et les quartiers d'affaires, les parcs tertiaires sont impactés par le télétravail et la pénurie de logements qui est à son plus haut depuis des années. Le coworking, le co-living, la réversibilité ou la flexibilité des usages dans un même bâtiment sont en forte expansion, obligeant à inventer de nouveaux modèles économiques. Les lieux d'innovation n'échappent pas à ces bouleversements. Je pense que leur diversification actuelle est assez riche d'enseignements et de propositions pour l'ensemble des lieux qui font la ville. Le rôle de planification, de programmation urbaine des grandes intercommunalités va en sortir renforcé.
Nous devons nous outiller de concert pour accompagner ces mutations et renforcer les outils de portage de ces immobiliers plurifonctionnels que sont les lieux d'innovation. Nous sommes aussi convaincus que l'implication de l'université et des grandes écoles, mais aussi des collèges et des lycées, ça a aussi été abordé tout à l'heure, représente l'un des défis majeurs dans l'invention et l'évolution de ces lieux. Enfin, et pour conclure, l'innovation reste un concept protéiforme, dynamique, mais sous toutes ses déclinaisons, elle est aussi le fruit d'une rencontre entre des entrepreneurs, des porteurs de projets, des créateurs qui sont toutes et tous au service d'un objectif, d'un problème à résoudre, d'un objet ou d'un service à améliorer. Cette rencontre n'est pas hors sol, elle se produit sur un territoire, sur un lieu qui, par son histoire, sa culture, grâce à l'action d'acteurs publics et privés, crée les conditions d'une émergence, d'une accélération, d'une orientation de l'innovation vers le marché et les usages. Voilà, la diversité de tous ces lieux est le reflet de la diversité de tous nos territoires. Ils sont eux aussi à leur manière des hubs quelque part. Et les agglomérations et les métropoles de France urbaine resteront engagées dans l'accompagnement, l'éclosion et la mise en réseau de ces lieux d'innovation. Je vous remercie toutes et tous. Merci, c'est sur ces mots qu'on va conclure cette matinée. Merci à tous nos intervenants d'être venus témoigner. Merci aux participants en présentiel et en distanciel. Et donc à très bientôt au Hub des territoires ou dans nos territoires sur cette multitude de lieux d'innovation. Merci beaucoup à tous et à toutes.